Je me présente professeur Ansaid, spécialiste en domaine très compliqué. Je dois vous prévenir que je ne vois pas sans lunettes. Sans lunettes, je vous vois comme on peut des fourmis. N'oubliez pas de vous abonner à mon cours, sinon les examens seront très compliqués. Ou je vous menace, abonnez-vous à ce cours, hein, vous comprenez? Salut tout le monde, welcome and welcome back pour ceux qui reviennent. Je vais partager avec vous aujourd'hui, on va partager l'histoire de Black Wall Street. Ouais, le jeu haïssable. Black Wall Street, c'était une communauté noire américaine très forte, bien organisée sur plusieurs domaines. Donc faites-moi savoir si vous aimez ce genre de vidéo pour que j'en refasse encore. On est dans le quartier de Greenwood à Tulsa dans l'Oklahoma, peu de temps après l'esclavage. Alors en 1906, O.W. Gurley, un homme noir, un entrepreneur noir et riche, très riche, va avoir l'idée géniale de faire acquisition des terres. Ces terres, il va ensuite les revendre à des noirs uniquement. Ça serait une idée géniale parce que cela va créer une grande communauté par la suite. Parce que comme je l'ai dit, les noirs ils étaient à cette époque lynchés ailleurs et cet endroit-là était comme un peu un abri pour eux contre tout ce qui pouvait venir des blancs, toutes ces attaques, toute cette ségrégation. En fait, c'était une façon pour eux de se protéger dans leur communauté, dans leur bulle. Et donc, Gurley, c'était comme un peu Moïse pour les Noirs, merci Seigneur. Alors, Gurley était beaucoup de choses. Il était fondateur d'une église, il possédait un hôtel, il possédait un magasin. Il était, même si je ne me trompe pas, un temps dans l'industrie du pétrole, donc c'était un homme très riche, noir. Aussi, il prêtait des fonds à des jeunes entrepreneurs noirs qui commençaient récemment leur business parce que il était aussi interdit à des noirs d'aller à la banque des blancs, aller dans les banques des blancs, emprunter de l'argent. C'était carrément interdit à cause du Jim Crow era. Le Jim Crow era était une forme de législation. C'était des textes officiels qui interdisaient certaines choses aux noirs. Par exemple, à cette époque-là, les noirs ne pouvaient pas se marier avec des blancs. Les noirs ne pouvaient pas aller ou partager les mêmes toilettes que les blancs. Ah, même les toilettes. Donc, l'idée de Gurley va être la clé dans l'établissement de Greenwood comme on peut un centre de business des Noirs. Parce qu'en 1913, il y a beaucoup de business qui vont naître dans cette ville. Il y aura un cabinet d'avocats, un docteur, une épicerie, un théâtre, un hôtel, des magasins. Plein de trucs comme ça vont naître. Gurley croyait vivement que les Noirs ne pouvaient prospérer qu'en mettant ensemble leurs ressources, en travaillant ensemble et en aidant le business de chacun. Parce que la mutualité, c'est toujours important. Et Gurley, il avait cette idée-là. Mais Gurley ne travaillait pas seul. Il y a toujours quelqu'un avec qui on partage un peu les mêmes idées, quelqu'un avec qui on fait chemin ensemble. Donc vous voyez un peu. Gurley avait un partenaire avec qui il travaillait, J.B. Stratford. Pas J.B. Piano, le musicien, non. J.B. Stratford. Lui aussi, c'était un entrepreneur. Il possédait des terres qu'il revendait. Il va par la suite construire un hôtel et il était beaucoup de choses en fait. Lui aussi, il va être l'une des personnes très influentes dans l'établissement de Black Wall Street. En 1921, la communauté va grandir. Ils possédaient leurs banques, les banques de noirs, ils possédaient leurs propres écoles, un hôpital, des médecins, des docteurs, une société bien organisée qu'ils vont bâtir en un temps record. Pas en un temps record, mais ils vont réussir à faire ça en 15 ans. C'était donc la mise ensemble des ressources qui faisait la grandeur de cette communauté noire américaine. Ce que nous sommes un siècle plus tard incapables de faire aujourd'hui. C'est franchement incroyable, hein? C'est ça la force d'une communauté. On ne pleurniche pas pour se faire respecter. Le respect se gagne. C'est pas comme un peu les Black Lives Matter.
On ne pleurniche pas pour se faire accepter. On agit. On montre de quoi on est capable. Imaginez un peu la situation qui s'est passée dernièrement aux États-Unis, le policier et l'homme noir. Vous savez de quoi je parle. Et donc, on a vu ce fameux mouvement Black Lives Matter. Ils ont fait des marches dans des rues pour dire que la vie des Noirs, ceci, cela, tout ça vous connaissez. Mais imaginez que franchement nous avons une communauté bien établie, une communauté bien construite, une communauté bien organisée. Nous avons nos propres banques, nous avons de grandes écoles, de grandes universités, nos médecins ils travaillent dans de grands hôpitaux et nous avons de grands business. Et qu'une telle situation se produit et on décide, mais bon, une telle situation s'est produite, non, nous on va agir. En agissant, on fait quoi? On ferme juste pendant une semaine nos banques, on ferme une semaine nos business, nos médecins ne vont pas travailler dans les hôpitaux et là je vous jure qu'en une semaine, cette situation-là ne va plus jamais se reproduire. Parce que la réaction sera tellement forte qu'il y aura un grand impact que là, franchement, on va respecter la communauté noire. Bon, on va fermer cette parenthèse. Alors je vous montre comment il fonctionnait. Il y avait des business qui ouvraient. Donc, je vais donner un exemple. Moi, ici, j'ouvre un barbershop. De l'autre côté, il y a une épicerie. Et encore un peu plus loin, il y a un hôtel et plusieurs autres commerces comme ça. Des magasins et autres. Donc, moi, j'emploie des Noirs et les autres entrepreneurs autour de moi aussi, ils emploient des Noirs. Quand moi, je vais payer mes employés, l'argent que je vais leur payer, ils vont le dépenser autour des commerces des Noirs. Et moi aussi, quand il y aura une personne qui va avoir une touffe des cheveux, il viendra forcément dans mon barbershop ou dans mon salon de coiffure. Alors moi, est-ce qu'il se coiffe tout seul? Hein? Il y a des gens comme ça, non? Donc c'était ça. Ils dépensaient leur argent dans la communauté et ce qui faisait que l'argent circulait là et la communauté, elle prospérait comme ça. $1 dans cette communauté pouvait circuler 1 an avant de quitter Greenwood. Un siècle plus tard, on est totalement incapable de reproduire ce modèle de Black Wall Street. Allez par exemple dans des marchés africains du genre Château Rouge, vous voyez des Chinois qui vendent du manioc à des Congolais, mais comment même? Moi, acheter du manioc chez un Chinois, mais c'est une honte. Et bon après, moi je n'ai rien à voir contre les Chinois, hein. Et je les salue en passant. Mais le problème c'est qu'on doit comprendre qu'il y a certaines choses qui vont avec la culture. Je vais vous donner un exemple. Ouais, les exemples c'est toujours bien. Moi, je vis en Chine par exemple, je suis moi comme ça, vous voyez, hein. Je vis en Chine, j'ai un bac plus 30, je sais pas, en gastronomie chinoise. Je connais la cuisine chinoise, tout ça, les nems, les nouilles, ou les douilles, je sais plus comment on prononce, tout ce que vous voulez. Mais je vous garantis que même si j'ouvre un restaurant chinois, je suis sûr qu'il n'y aura aucun Chinois qui viendra dans mon restaurant parce que c'est pas du tout ma culture en fait. Donc je disais que la communauté va prospérer jusqu'en 1921 et là, Black Wall Street va connaître un vrai carnage. Un vrai carnage de la part des jaloux, de la part de ceux qui nous posent leurs genoux tout le temps qu'on essaie de nous en voler. Le 30 mai 1921, un jeune noir coordonné va être accusé de viol sur une blanche dans un ascenseur. Viol dans un ascenseur? Il faut être malade. En plus, à cette époque, les noirs, ils sont lynchés, ils connaissent beaucoup d'oppression, donc il fallait être fou en fait. Un gratte-ciel, on peut encore comprendre, et même un gratte-ciel, franchement, l'ascenseur ça fait des secondes pour monter ou descendre. Tu auras à peine le temps mais franchement, tu peux le faire que si t'es Clark Kent. Sinon, c'est impossible. Donc, comme les nouvelles vont vite, là, les blancs surexcités prirent des armes
prirent des armes. Non, le passé simple, non. Ce temps-là, il est un peu bizarre. Non, on va faire simple. Et donc là, les blancs surexcités prenaient des armes, descendaient dans les rues de Black Wall Street, ils tiraient sur des gens, ils brûlaient, ils pillaient des magasins, et il y avait même des avions privés qui larguaient des bombes sur Black Wall Street. Et donc là, tout ce que la communauté avait bâti pendant 15 ans était parti en fumée. On peut carrément perdre en une seconde ce qu'on a construit pendant plusieurs années. Franchement, c'était vraiment un massacre. D'après les estimations, on dit qu'il y avait eu 300 morts ce jour-là. Laissant des sinistrés, des sans-abri, des orphelins. Et donc il y avait plusieurs dégâts matériels, sans parler des business perdus. Bon, je vais m'arrêter par là parce que je vais pas continuer avec cette histoire triste. Un conseil après une telle histoire, regarde d'autres vidéos sur la chaîne. C'est ça mon conseil. Bye.